Alors, bonjour et bienvenue à notre séminaire portant sur la surveillance des risques psychosociaux liés au travail, dans le cadre des séminaires en surveillance continue de l'état de santé et en vigilance sanitaire de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je suis Fatima Vinaté, diplômée de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise professionnelle en santé publique de l'école, et je suis actuellement professionnelle de la surveillance à la direction de santé publique de la Montérégie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir deux professionnels de l'INSPQ. Madame France Tissot détient une maîtrise en biologie option santé au travail de l'Université de Québec à Montréal. Elle s'intéresse à l'analyse différenciée selon le genre et le sexe en santé au travail et ses travaux portent sur les effets des conditions de travail et des risques psychosociaux du travail sur la santé mentale et physique des travailleuses et des travailleurs. Elle est désormais conseillère scientifique au sein de l'équipe de surveillance en santé au travail de l'INSPQ. Madame Tissot est accompagnée du docteur Michel Vézina, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive à l'INSPQ depuis 2000. Dr Vézina est également professionnel émérite à l'Université Laval, après y avoir enseigné au département de médecine sociale et préventive de 1983 à 2015. Depuis 1984, il a occupé le poste de chef du département de santé communautaire du centre hospitalier de l'Université Laval à Québec. Puis en 1992, il a été nommé directeur de santé publique de la région de Québec, fonction qu'il a exercée pendant 8 ans. À travers ce riche parcours professionnel, Dr Vézina a réalisé de nombreuses recherches et publications scientifiques portant notamment sur les effets de l'organisation du travail, sur la santé mentale et cardiovasculaire et sur le harcèlement psychologique au travail. Avant de laisser la parole à nos conférenciers, simplement vous informer que le séminaire est enregistré et que les personnes qui ne veulent pas apparaître dans l'enregistrement peuvent garder leur caméra fermée. Merci également d'afficher correctement vos noms afin de recevoir votre attestation de participation à la fin du séminaire. Madame Tissot, Dr Vézina, la parole est à vous. Ah. Okay. La présentation se divise en deux parties en fonction des objectifs qui sont présentés. Donc, dans un premier temps, je vais présenter les concepts théoriques et les modèles sur lesquels s'appuient les risques psychosociaux liés au travail. Et France va continuer avec la présentation des données québécoises sur les risques psychosociaux et la détresse psychologique qui en découle, deux publications issues de l'INSPQ. Donc, le premier bloc concerne l'introduction aux concepts théoriques et aux modèles sur lesquels s'appuient les risques psychosociaux. Je ne dis pas toujours, mais il faut sous-entendre liés au travail. Donc, je tiens à rappeler, c'est important de rappeler au départ qu'il y a un contexte favorable créé par l'adoption de la loi sur la modernisation du régime de santé et sécurité au travail, ce qu'on appelle la LMRSST, en novembre 2021. Et cette loi fait deux choses en particulier. D'abord, intègre la notion d'intégrité psychique. À chaque fois que la loi sur la santé et la sécurité au travail mentionnait intégrité physique, on a ajouté intégrité psychique pour bien montrer que la loi protège les travailleurs non pas au niveau seulement de leur santé physique, mais aussi de leur santé psychique. Et ce qui est surtout, selon moi, majeur, la loi reconnaît les risques psychosociaux dans la loi sur la santé et la sécurité au travail au même titre que les autres risques. Donc, la loi dit précisément que l'entreprise, dans son programme de prévention, doit prévoir identifier et analyser les risques psychosociaux au même titre que les autres risques, soit des risques chimiques ou des risques physiques ou même des risques biologiques. Et je vais rappeler d'abord que c'est l'approche pour identifier les risques psychosociaux, ce n'est pas la même que celle qu'on utilise habituellement pour identifier les lésions indemnisables ou les lésions susceptibles de recevoir, d'être reconnues comme maladie professionnelle ou comme lésion professionnelle par la CNSST. Donc, nous, ce qui est considéré dans la loi comme touchant les risques psychosociaux, ce sont les risques qui ont un potentiel de causer des lésions attribuables en tout ou en partie au travail, quelle que soit la situation. Donc, on cherche les facteurs qui sont transsituationnels. Donc, comme dans une approche de population, une approche de santé publique, on va, contrairement ce qui apparaît par la suite, l'exigence d'une lésion professionnelle, qui s'intéresse avant tout aux lésions indemnisables. Alors que nous, en santé publique, on va s'intéresser à une approche de population qui va tenir compte des facteurs de risque qui entraînent des altérations à la santé, comme les altérations à la santé mentale ou des maladies cardiovasculaires qui ne sont pas du tout reconnues par la CNSST comme lésions professionnelles. Donc, on va aller du côté d'une approche plus... Tout problème de santé intéresse la santé publique. Et je continue sur les lésions professionnelles.
Les liaisons professionnelles ont une approche beaucoup plus restreinte des problèmes de santé. Ils s'intéressent aux problèmes de santé qui sont potentiellement indemnisables et malheureusement, c'est une définition très générale. Les lésions professionnelles, c'est les maladies professionnelles, par exemple, c'est une lésion qui est caractéristique d'un travail ou liée spécifiquement à des risques de ce travail. Donc, on ne va pas mentionner on ne va pas s'intéresser aux lésions comme les maladies cardiovasculaires ou encore les problèmes de santé psychologique. Donc, et donc, je vais continuer sur les lésions professionnelles, la dimension réductionniste, c'est parce que non seulement la définition est très restreinte, mais deuxièmement, les critères d'application, les conditions d'application peuvent en modifier la portée. Par exemple, dans la nouvelle réglementation, on reconnaît bien sûr, on a fait un grand éclat de ça, par exemple, les Parkinson chez les producteurs agricoles, mais il faut dire que l'exigence pour être reconnu comme maladie professionnelle, il faut que le travailleur agricole ait travaillé, été exposé pendant 15 ans et donc ça exclut les personnes qui ont pu être exposées à des grosses doses, mais moins longtemps. Donc, il y a la même chose pour les problèmes de santé. Si on considère, par exemple, le mésothéliome chez les pompiers, il faut que les pompiers aient travaillé pendant 15 ans et qu'ils aient été sans tabac, sans tabagisme pendant 10 ans, alors qu'il n'y a aucun lien entre le mésothéliome et le tabac. C'est pour ça qu'il y a des façons de restreindre encore davantage la portée des lésions professionnelles. Donc, tout ça pour vous dire qu'en santé publique, le fichier des lésions professionnelles est très plus utile pour connaître l'état de santé des travailleurs en lien avec leur travail. Donc, il faut aller, on le verra tantôt avec la présentation de ma collègue France, qu'il y a des enquêtes de population qui permettent d'identifier des liens très étroits entre les risques psychosociaux et d'autres altérations de la santé que celles qui sont reconnues par la CNSST. Ce qu'on va regarder, ce qui va nous intéresser, c'est mesurer les risques psychosociaux pour lesquels il y a un consensus international, parce que ces risques sont identifiables, mesurables et modifiables, comme les autres risques réguliers de maladies professionnelles. Et évidemment, on verra tout à l'heure avec la présentation de France, il y a un lien de causalité potentiel entre les risques psychosociaux et certaines maladies cardiovasculaires et certains problèmes de santé mentale, que ce soit par l'effet dose-réponse, des secteurs qui sont plus à risque, des professions qui sont plus à risque, et aussi la causalité biologique sous-jacente du lien entre certains risques psychosociaux et certaines altérations à la santé, certaines maladies chroniques, finalement, qui sont un peu des maladies professionnelles. Donc, c'est quoi le risque psychosocial? C'est d'abord, avant tout, un risque. Donc, la définition, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est mesuré ici et là. Il faut vraiment documenter la probabilité d'engendrer des effets néfastes sur la santé physique et psychologique des personnes exposées. Donc, en épidémiologie, la probabilité, ça se mesure par le risque relatif ou encore le risque attribuable. Et à titre d'exemple, on voit que il y a les personnes exposées à certains risques psychosociaux comme ceux liés à la tension au travail, c'est-à-dire la charge de travail et l'autonomie décisionnelle faible, charge de travail élevée, mais ces personnes-là ont 75 plus de risques de développer une dépression que ceux qui ne sont pas exposés. Et même pour les maladies cardiovasculaires, les personnes qui sont exposées à la tension au travail ont 20 à 40 plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire que les personnes qui ne sont pas exposées à la tension au travail. On pourrait dire la même chose pour le risque attribuable. Il y avait selon les études, 13 à 20 des dépressions seraient attribuables à l'exposition au travail de la tension, c'est-à-dire une forte demande de travail, forte exigence de travail et une faible autonomie pour y faire face. Donc, ce qu'on a défini au niveau de l'INSPQ comme étant les risques psychosociaux, en s'appuyant sur les définitions universellement reconnues, sont des facteurs qui sont liés à l'organisation du travail, qui sont liés aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi et aux relations sociales, et qui augmentent la probabilité d'engendrer des effets néfastes sur la santé physique et psychologique des personnes exposées. Donc, il y a vraiment des catégories qui sont liées à l'organisation, aux pratiques, qui entraînent des altérations de la santé. On voit, par ailleurs, c'est à noter que la loi ne définit pas ce que sont les risques psychosociaux. Et le ministre Jean Boulet s'est fait poser la question en commission parlementaire, quelle était la définition des RPS? Et la réponse qu'il a donnée, c'est la réponse que je viens de vous présenter au niveau des facteurs de risque psychosociaux. Et il a même présenté les outils développés
par l'INSPQ pour informer, sensibiliser, former, intervenir sur les risques psychosociaux. Donc, même si la loi ne prévoit pas de définition précise des risques psychosociaux, sans être juriste, on sait que l'intention du législateur est importante et dans ce cas-ci, à partir des comptes rendus, à partir du procès verbal des commissions parlementaires, on peut voir précisément que le ministre avait cette définition en tête et des risques psychosociaux. Donc, sur quoi reposent les modèles universellement reconnus, sur quoi reposent les risques psychosociaux? Je parle de trois qui sont les principaux reconnus, développés au cours des dernières années, qui ont permis d'identifier les principaux facteurs de risque psychosociaux du travail à l'aide d'études épidémiologiques rigoureuses. Et ces composantes de ces modèles sont précisées et identifiables par des questionnaires validés. Les trois, et on reviendra là-dessus tantôt, d'abord, c'est la demande, le modèle qu'on dit de Karasek, qui s'appelle demande d'attitude et soutien au travail, le modèle qu'on appelle aussi le modèle de CICRIS, qui est un déséquilibre entre les efforts fournis et la reconnaissance reçue, et finalement le modèle de la justice organisationnelle de Kiviniak. Donc, le modèle de demande d'autonomie, c'est important de savoir, c'est pas n'importe quoi. La demande, c'est la charge de travail, elle est faible ou élevée, et l'autonomie décisionnelle, ça paraît comme un antidote, on va le voir mieux sur l'écran tantôt, mais quand on parle de demande de travail, c'est pas n'importe quoi, c'est une charge de travail qui est importante, et parce qu'elle est importante en quantité, en complexité et en contrainte de temps. Et au niveau de l'autonomie décisionnelle, il y a deux composantes. Il y a une composante qui s'appelle pouvoir avoir un contrôle et avoir contrôle et une autorité sur la façon de faire le travail. Et élément important, en termes d'accomplissement individuel, elle contient également une dimension qui s'appelle l'autonomie professionnelle, c'est-à-dire la capacité d'utiliser ses habiletés au travail et d'en développer de nouvelles habiletés. Donc, on voit à ce moment-là, vous avez un tableau 2 par 2. Selon que la demande est élevée ou l'autonomie faible, vous avez une situation de tendu. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez, si on peut dire, la démonstration qu'a faite Karasek à la fin des années 70 que l'autonomie agit un peu comme un antidote à la demande élevée. Donc, vous pouvez avoir une demande élevée, mais dans la mesure où vous avez aussi une autonomie élevée, vous pouvez avoir dans une certaine mesure, évidemment, il peut y avoir des limites à cette affirmation, un apprentissage actif et des motivations à développer de nouveaux types de comportements, alors que si vous avez une faible autonomie et une forte demande de travail, vous avez un risque accru de maladies psychologiques et physiques. Par la suite, on a ajouté une troisième dimension, c'est pour ça qu'on appelle le modèle de demande d'autonomie soutien, qui est le soutien social. Le soutien social, c'est l'aide, la collaboration que la personne reçoit de son supérieur ou de ses collègues. Donc, l'aide et la collaboration, c'est le soutien technique, pouvoir aider à faire une activité, à soutenir un patient, par exemple, ou encore de l'aide cognitive, avoir de l'information pour faire mieux son travail ou pour solutionner un problème. Et finalement aussi une aide, un soutien émotif, à avoir quelqu'un à qui se confier, parler librement en situation de difficulté. Donc, vous avez ici la charge de travail qui est exagérée, augmentée en termes d'effet s'il y a faible autonomie et faible soutien. Mais à l'opposé, si vous avez un soutien social élevé et une autonomie élevée, ça peut agir comme antidote aux effets toxiques de surcharge de travail. Le prochain, c'est ce qu'on appelle le modèle déséquilibre effort reconnaissance. Ici, tout à l'heure, on voyait que c'est l'autonomie qui était l'antidote. Ici, c'est la reconnaissance qui est l'antidote. La reconnaissance face aux efforts ou à la charge de travail. Si vous avez un déséquilibre, vous assisterez à des réactions physiologiques et psychologiques pathologiques. Au niveau de la reconnaissance, encore là, ce n'est pas n'importe quoi. La reconnaissance se définit par l'effort d'abord se définit un peu comme la demande psychologique de Karasek tantôt. Vous avez des contraintes de temps, interruptions fréquentes, effort physique élevé, mais souvent on utilise pour le questionnaire de Karasek pour mesurer les efforts qui sont de nature en termes de demande exigée ou d'obligation de faire des choses. Pardon. Je peux revenir à... oui. La reconnaissance, par exemple, elle se divise en trois parties. La reconnaissance économique, la reconnaissance sociale, la reconnaissance organisationnelle. La reconnaissance économique, c'est la question qu'on pose synthétique, c'est compte tenu de tous mes efforts et réalisations, mon salaire est satisfaisant. La reconnaissance sociale, c'est l'estime et le respect que vous avez au travail, encore là,
compte tenu des efforts et de vos réalisations. Et finalement, la reconnaissance organisationnelle, ça se traduit concrètement par une sécurité d'emploi ou encore des perspectives de promotion, une perspective de carrière. Donc, vous savez, la reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance sur l'être de la personne, sur son visage, c'est sur le faire, sur ce qu'il fait, et se mesure concrètement par des éléments factuels et non pas uniquement par des perceptions. Le dernier modèle, c'est celui de la justice organisationnelle de Lou Viano et Kivimaki, qui se définit comme une notion d'équité dans les relations, les procédures et la distribution des ressources au travail. C'est une définition générale qui se scinde en deux parties, la justice relationnelle et la justice procédurale. La justice relationnelle, c'est celle qui se mesure par le degré de dignité, de politesse et de respect avec lesquels les employés sont traités par leurs supérieurs. C'est vraiment la dimension disponibilité et, j'allais dire, humanité du supérieur qui est mesurée ici. La justice procédurale, c'est toutes les décisions qui sont prises dans l'organisation. Donc, les modes de décision prises dans l'organisation par l'entreprise intègrent la vie des personnes concernées, qu'elles soient impliquées de façon consistante, valide, non biaisée et éthique. Il n'y a vraiment pas de discrimination ou encore de favoritisme dans l'organisation, pour le dire autrement. Donc, mais l'intérêt ici, ou la caractéristique différente des autres modèles, c'est que contrairement aux autres modèles, les individus n'ont pas à avoir vécu ou expérimenté la situation pour percevoir une injustice. C'est vraiment comme un témoin, c'est comme le travailleur devient un témoin de ce qui se passe dans l'organisation et il va répondre à la question, est-ce que dans votre organisation, les prises de décision dans l'entreprise se font de manière consistante, valide, non biaisée ou éthique. Et la même chose pour la justice relationnelle en relation avec la disponibilité et la capacité du supérieur à répondre adéquatement aux besoins de ces travailleurs qui sont sous sa supervision. En gros, on va en parler tout à l'heure avec France, les 6 facteurs de risque psychosociaux au travail reconnus universellement, c'est la charge de travail élevée, la faible reconnaissance telle que mesurée par les définitions que j'ai dit précédemment, le peu d'autonomie ou d'influence dans le travail, et finalement le faible soutien des collègues ou encore le faible soutien du supérieur et le harcèlement psychologique. Le ministre, dans sa présentation à la commission parlementaire, les a identifiés tels quels. Donc, il a dit que ce n'est pas vraiment, c'est pas exclusif, mais c'est au moins, allez dire, ces risques-là. Et évidemment, il a parlé de violence également, violence ou harcèlement psychologique, qui étaient reconnus en partie par la CNSST, et également les dimensions qui ont trait à l'exposition à un événement traumatisant, c'est-à-dire cette exposition pouvant risquer d'entraîner une lésion de stress post-traumatique qui est maintenant reconnue comme lésion professionnelle. Je pense que ça complète ma partie. Oui. France, je pense que c'est à toi à reprendre le bloc 2. Bon, tout le monde m'entend? Oui? Oui, très bien. Oui, très bien. OK, merci. Parce que là, je ne vois plus les accès. Bon, ben bonjour tout le monde. Ma partie, c'est que je vais vous présenter les données québécoises sur les risques psychosociaux et la détresse psychologique qui en découle à partir des données de l'enquête québécoise sur la santé de la population, qu'on appelle l'EQSP. Et les données proviennent de l'édition de 2014-2015. La nouvelle enquête 2020-2021, les données vont être accessibles au courant de l'été. Donc, d'abord, il faut quelques caractéristiques de cette enquête. En fait, cette enquête, c'est vraiment un outil de surveillance important pour les problèmes de santé des travailleurs au Québec, notamment pour les problèmes de santé mentale, mais aussi pour la surveillance de l'exposition à plusieurs contraintes du travail. Donc, c'est une enquête, bien entendu, qui est transversale, qui a lieu à tous les 6 ans auprès de la population québécoise de 15 ans et plus. Donc, la taille de l'échantillon de cette enquête permet vraiment l'obtention de données importantes. Par exemple, pour ce qui est des travailleurs et des travailleuses, c'est plus de 24 000 répondants qui participent à l'enquête et ces répondants sont représentatifs
de l'ensemble des travailleurs québécois. Donc, il y a un volet il y a plusieurs questions dans le volet santé au travail qui permettent de générer divers indicateurs de risques psychosociaux. La construction de ces indicateurs est présentée dans un des rapports. On vous a mis le lien web. Donc, la construction est expliquée là. L'enquête permet notamment de mesurer l'ampleur de l'exposition à ces risques psychosociaux liés au travail chez les hommes, chez les femmes, mais également parmi divers groupes d'hommes et de femmes selon les divers secteurs d'activité économique et les catégories professionnelles. Donc, ici, vous pouvez voir la répartition des travailleurs et des travailleuses selon les indicateurs qui sont étudiés dans le QSP. Donc, vous pouvez voir, par exemple, que près du tiers de l'ensemble des travailleurs sont exposés à une charge de travail élevée et 31% sont exposés, par exemple, à une faible autorité décisionnelle au travail. Vous pouvez également voir avec les chiffres en caractère gras rouge que les travailleuses sont proportionnellement plus fortement exposées à divers risques psychosociaux. Vous pouvez voir notamment que l'écart le plus grand entre les hommes et les femmes, c'est au niveau de la faible autorité décisionnelle au travail. Donc, est-ce que certains groupes sont plus exposés aux risques psychosociaux du travail? Effectivement, oui. On a vu que les femmes sont plus exposées que les hommes, mais on a également fait plusieurs analyses de comparaison par pair entre les divers groupes, c'est-à-dire les diverses catégories professionnelles et également les divers secteurs. Et ces analyses-là ont fait ressortir les groupes qui se différenciaient de manière significative de la majorité des autres groupes. Bien entendu, on ne peut pas vous présenter toutes les différences significatives entre les groupes, mais on a fait ressortir les groupes qui se différencient le plus. Donc, au niveau des catégories professionnelles, ce qu'on a vu, c'est que les ouvrières qualifiées, par exemple, se retrouvent parmi les plus exposées parmi l'ensemble des travailleuses pour l'ensemble des risques psychosociaux qui ont été étudiés. On a également vu que autant les hommes que les femmes qui font partie de la catégorie personnel et ouvriers non qualifiés et manœuvres se retrouvent également parmi les plus exposés pour à peu près la plupart des risques psychosociaux, parmi les 5 qui sont étudiés. Donc, bien entendu, les risques psychosociaux, sont plus présents dans certains secteurs d'activité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque catégorie professionnelle et chaque secteur d'activité économique peut être touché par des risques psychosociaux. Mais ici, vous pouvez voir, par exemple, pour chacun des risques psychosociaux, qu'il y a certains secteurs qui se démarquaient parce qu'ils se retrouvaient parmi les plus exposés. Donc, vous pouvez voir, par exemple, que les secteurs hébergement et services de restauration et soins de santé et assistance sociale. Je donne un webinaire jusqu'à une heure. Michel, OK. Qui sont fortement exposés à une charge de travail élevée. Donc, vous pouvez voir également qu'il y a certains secteurs qui ressortent du lot parce qu'ils sont fortement exposés à plusieurs risques psychosociaux, notamment le secteur hébergement et services de restauration. Mais vous ne serez pas surpris que ce secteur est fortement touché par une charge de travail élevée. Vous ne serez pas non plus surpris de voir que les femmes, parce que quand c'est en rouge, ça touche surtout les travailleuses. Donc, les travailleuses du secteur soins de santé et assistance sociale sont parmi les plus exposées à plusieurs des risques psychosociaux qui sont mesurés dans l'enquête, dans le QSP. Donc, les questions du volet santé au travail de le QSP permettent également de mesurer l'ampleur de la détresse psychologique élevée liée au travail dans la population active.
et également d'identifier quels sont les facteurs de risque du travail qui sont le plus fortement associés à cette détresse et sur lesquels il est possible d'intervenir. Donc, d'abord, qu'est-ce que la santé mentale? Donc, l'OMS définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, de travailler avec succès, etc. En fait, la santé mentale se situe sur un continuum qui, comme le montre la pyramide, peut passer d'un bien-être à un trouble mental en passant par la détresse psychologique. Donc, la détresse psychologique, ce n'est pas un diagnostic, mais c'est un moyen validé de mesurer quantitativement un problème de santé mentale attribuable au travail et qui est prédictif de problèmes de santé mentale plus sérieux, comme la dépression. Donc, c'est une cible d'intervention. Donc, qu'est-ce que l'indicateur de détresse psychologique élevée lié au travail? Bien, c'est un indicateur qui est construit à partir de l'échelle de Kessler qui comprend 6 questions et qui établit à quelle fréquence, au cours du dernier mois, la personne s'est sentie nerveuse, désespérée, bonne à rien, déprimée, etc. Et le score de l'échelle de détresse correspond à la somme des réponses que les répondants fournissent à chacun de ces symptômes. Alors, dans l'enquête, un score égal à 7 ou supérieur à 7 correspond à un niveau élevé de détresse psychologique. Ce qui est nouveau dans l'édition de 2014-2015, c'est qu'il y a eu l'ajout d'une question qui est « Croyez-vous que ces sentiments du dernier mois sont complètement, partiellement ou pas du tout reliés à votre travail? » Ce que cette question a permis, en fait, c'est de mesurer la perception des répondants quant au lien entre leur état de détresse et leur travail. Donc, ceux qui ont répondu que leur état de détresse est complètement ou partiellement relié au travail, bien, sont considérés comme ayant un niveau de détresse lié au travail. Alors que ceux qui ressentaient que l'état de détresse n'était pas du tout relié au travail, eh bien, ce sont, je vais vous présenter à la prochaine diapo, c'est le groupe de travailleurs avec un niveau de détresse élevé, mais non lié au travail. Donc, ces questions nous ont permis d'avoir un indicateur qui comprend 3 catégories ou 3 groupes. Donc, notre groupe de référence, qui est ceux qui ne présentent pas un niveau élevé de détresse psychologique. Et on a les 2 groupes qui présentent un niveau de détresse psychologique élevé. Un pour qui cette détresse est non liée au travail et l'autre groupe qui nous intéresse principalement, c'est le groupe qui présente un niveau de détresse lié au travail. Donc, de manière générale, c'est 28% de l'ensemble des travailleurs et travailleuses qui présentent un niveau élevé de détresse psychologique, que celle-ci soit associée ou non au travail. Donc, on peut voir ici qu'il y a une proportion plus élevée des travailleurs ayant un niveau élevé de détresse psychologique qui considèrent que cette détresse est liée au travail. Donc, l'enquête nous a permis d'estimer que 19% des femmes et 15% des hommes ont une détresse psychologique élevée liée au travail. Pour vous donner une idée de ce que ça représente dans la population de travailleurs, c'est 340 000 travailleuses et 320 000 travailleurs qui sont touchés par cette détresse liée au travail. Donc, on a étudié les relations entre la détresse psychologique liée au travail et les risques psychosociaux grâce à des modèles de régression logistique multinomiale, des modèles qui ont été ajustés pour plusieurs facteurs personnels et pour les autres contraintes du travail mesurées dans l'enquête. Donc, le but de l'étude, c'était vraiment de comparer parmi l'ensemble des conditions de travail, lesquelles sont les plus fortement associées à la santé mentale des travailleurs et des travailleuses.
Donc, on a vu que certains risques psychosociaux sont effectivement plus fortement associés à la détresse psychologique élevée liée au travail. Donc, on retrouve bien entendu le niveau élevé d'exigence psychologique, qui est une charge de travail élevée, le faible niveau de reconnaissance au travail et également le fait de subir du harcèlement psychologique au travail. Donc, bien entendu, il y a d'autres risques psychosociaux qui sont également associés au travail, comme le fait d'avoir peu de soutien de la part des collègues ou peu de soutien du supérieur. Donc, on a également testé les liens entre un indice de cumul des risques psychosociaux et la détresse chez les travailleurs et travailleuses salariés. Cette analyse portait sur 6 risques psychosociaux. Donc, on a également procédé grâce à des modèles de régression où on était en mesure de contrôler l'ensemble des facteurs personnels et des contraintes du travail. Donc, ce qu'on a vu, c'est que plus une personne cumule de RPS, plus la probabilité de présenter un niveau élevé de détresse psychologique augmentait. Donc, vous pouvez voir ici que parmi les personnes non exposées aux risques psychosociaux qui ont été étudiées dans le QSP, 6% des hommes et 8% des travailleuses présentaient un niveau élevé de détresse liée au travail. Mais quand on regarde parmi le groupe exposé à 3 risques psychosociaux ou plus, on peut voir que c'est plutôt 35% des hommes et 39% des femmes qui présentent un niveau élevé de détresse lié au travail. Donc, la probabilité, lorsqu'on fait face à 3 risques psychosociaux, la probabilité est 7 fois plus grande chez les hommes de présenter cette détresse. Chez les femmes, c'est 5 fois plus élevé. Donc, globalement, en terminant, ce que l'analyse de ces données nous a permis, c'est de voir qu'il y a vraiment la présence d'inéquités socio-économiques, parce qu'on a vu que les femmes et les personnes qui se situent au bas de l'échelle hiérarchique sont les plus touchées par un cumul d'au moins 3 risques psychosociaux. On a également pu voir la présence d'inéquités de genre, parce qu'on a vu que les femmes sont davantage exposées aux risques psychosociaux du travail et que la détresse psychologique touche une plus grande proportion de femmes que d'hommes. Mais bien entendu, cette étude-là comporte plusieurs limites, mais comme on était serré dans le temps, on ne parlera pas des limites. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà les limites associées à ce genre d'enquête. Donc, on a voulu finir la présentation en vous montrant les outils qui ont été créés à l'Institut par le groupe d'expertise de Michel pour soutenir la prévention. Donc, d'abord, il y a un carrefour de la prévention organisationnelle qui a été créé pour aider à protéger mieux la santé mentale du personnel de la santé et des services sociaux durant la pandémie. Donc, c'est vraiment un site qui vaut le détour, qui est vraiment très intéressant et je vous suggère fortement d'aller y faire un tour. Et sur le site de l'Institut, il y a également plusieurs outils d'information, de sensibilisation et d'intervention qui ont été créés et qui sont utilisés par les intervenants dans le réseau de la santé. Oui, et c'est ça. Vous pouvez... la présentation a été rendue disponible, donc vous pourrez aller cliquer sur tous ces liens très intéressants. Donc, merci et on serait rendu à la période de questions. Ah, finalement, on est directement dans le temps. Voilà, merci beaucoup, Mme Tissot et M. Vézina, pour votre présentation. Donc, on serait rendu à la période de questions.
Est-ce que je défais le partage? Oui, oui, s'il vous Oui, plaît. d'accord. Oui, ça va être plus facile. Donc, on invite les personnes qui ont des questions, soit à poser leurs questions dans le bavardage, ou soit, même préférablement, lever la main, et puis on pourra vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question. Mais c'est aussi possible de le faire dans le bavardage. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions pour nos conférenciers? Alors, peut-être en attendant que les gens se dégainent un peu, alors peut-être que je peux commencer à mon tour. Je me demandais, la faible exposition, par exemple, en tout cas, les risques psychosociaux, notamment la faible exposition des femmes à l'autonomie décisionnelle qui était relevée. Est-ce que c'est directement associé au fait que les femmes occupent davantage certains secteurs d'activité? Oui, globalement, c'est certain, mais on peut voir directement dans chacun de ces secteurs. Mais c'est certain que globalement, oui, les femmes se retrouvent en majorité dans des postes. Donc, Oui. préposés aux bénéficiaires, la restauration, Exactement. ce type d'emploi-là. Est-ce que, à part donc l'enquête québécoise sur la santé de la population, est-ce que vous utilisez d'autres sources de données pour la surveillance des risques psychosociaux liés au travail? Michel, je te laisse. Toi, tu fais plusieurs enquêtes. Ton son est fermé. Oui, mais ce n'est pas les enquêtes nationales, ce n'est pas les enquêtes populationnelles. Ça couvre certains secteurs ou certains groupes. On a fait plusieurs enquêtes dans le secteur de la santé, notamment. On a fait des enquêtes au niveau de certaines entreprises du secteur tertiaire. On suit une cohorte dans la région de Québec de col blanc depuis 30 ans sur ce thème-là. Mais c'est plus j'allais dire, des aspects, des dimensions recherche, projets de recherche dans les sous-populations qui nous éclairent sur la réalité plus spécifique de certaines de ces sous-populations-là. Il n'y a pas d'autres enquêtes nationales. Il y avait, je vais dire autrefois, je pense plus des éco-tests qu'on a fait en 2008. C'était publié en 2011. C'est une enquête québécoise sur l'organisation du travail, la santé et la sécurité au travail. Ça a permis pour la première fois, d'aller à fond dans les caractéristiques socio-économiques, les caractéristiques particulières de certains travaux, des travailleurs, et d'aborder notamment la question de la conciliation travail-famille, d'aborder la question du harcèlement psychologique de façon un peu plus poussée, et évidemment les troubles musculo-squelettiques. C'est vraiment une référence. Sauf que ça date de 2008. On espère un jour qu'on pourra la reprendre. C'est ce genre d'enquête qui éclaire beaucoup les décideurs, les personnes en autorité. En France, ça se fait depuis 1979, une enquête sur les conditions de travail. Donc, le DARES, notamment, fait ce genre d'enquête et c'est une source, je n'allais pas dire inépuisable, mais très importante d'informations pour suivre l'évolution du marché du travail en tant que tel, mais aussi en tant que relation avec la santé du personnel. Bien, merci beaucoup. Excusez-moi, c'est sûr qu'actuellement, c'est vraiment le QSP qui nous permet de suivre l'évolution de l'exposition aux contraintes du travail. Comme je mentionnais, les données pour l'enquête de l'édition 2020-2021 vont être disponibles cet été, donc on va pouvoir suivre l'évolution de l'exposition à ces contraintes. Merci beaucoup. Oui, ça va être intéressant de voir l'évolution dans le temps. Comment la pandémie a affecté. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Merci beaucoup pour votre travail, les outils disponibles et vos présentations, c'est toujours très instructif et utile pour notre travail. » Donc, il y a une question. Merci pour la présentation extrêmement intéressante
et instructive, anticipez-vous des conséquences en termes de santé chez les travailleurs de la santé suite à la réforme du système qui arrive et la création de l'Agence de Santé Québec? Moi, je peux m'avancer. C'est très difficile. Notre boule de cristal n'est pas encore assez forte pour pouvoir prédire ce genre de choses. Mais c'est sûr que dans la mesure où, c'est pour ça que c'est ça l'intérêt des risques psychosociaux, c'est que peu importe la situation, que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit avec telle population ou sous-population, l'important, c'est de repérer les dimensions qui sont pathogènes, les dimensions qui entraînent des pathologies. En fait, notamment les 3 grandes pathologies chroniques au Québec, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de santé mentale, les problèmes musculo-squelettiques. Donc, mais c'est sûr que si la réforme entraîne une surcharge au travail, sans compensation par de l'autonomie ou encore de la reconnaissance ou du soutien, c'est sûr que ça risque d'aggraver la situation. Mais déjà, avec la pandémie et même sans la pandémie, actuellement, je pense que le secteur de la santé est dans la mire de la CNSST comme étant un secteur qui a beaucoup de problèmes même indemnisables. Donc, je pense qu'il faut, je pense pas espérer que cette réforme-là agisse comme une baguette magique, mais dans la mesure où ceux qui auront la responsabilité de mettre en œuvre cette réforme sont conscients de l'importance de l'organisation de travail, des pratiques de gestion sur la santé de leur personnel et dans quelle mesure, je vais dire de façon autre, cette réforme-là permet aux travailleurs de rencontrer, je vais dire, les besoins humains fondamentaux tels que le besoin d'estime de soi. Et ça passe par la reconnaissance. Le besoin de pouvoir s'accomplir dans le travail, ça passe par faire un travail qui permet d'utiliser, de développer ses habilités, la dimension autonomie dont je parlais tantôt, et finalement, la dimension sentiment d'appartenance, appartenir à un groupe, et donc appartenir à un groupe sur lequel on peut compter, sur lequel on peut compter pour recevoir du soutien lorsque nécessaire. Donc, c'est 3 repères ou 3 pôles qui peuvent être utiles pour évaluer ultérieurement si la réforme a été positive ou négative ou pas d'influence sur la santé du personnel visé. Merci beaucoup. Donc, là, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part d'autres participants? Alors, toujours en attendant, je peux poser une autre question. Vous avez présenté à un moment donné le lien entre le nombre de risques psychosociaux et le pourcentage si j'ai bien compris, là, et le pourcentage de personnes qui pouvaient souffrir de détresse psychologique. Et ce que vous avez présenté, était le seuil était à 3 risques psychosociaux. Et donc, je me demandais, par exemple, est-ce que vous avez fait sur quoi était basé ce 3-là? Et est-ce que vous avez fait, par exemple, des comparaisons comme à quelle vitesse ça augmentait si le pourcentage de personnes affectées par la détresse, si le nombre de risques psychosociaux augmente? Oui, c'est ça, notre modèle, c'était aucun des risques, 1 risque, 2 risques, 3 risques et plus. Donc, on voyait vraiment une augmentation de la probabilité. Et est-ce que ça continue à augmenter substantiellement après 3, 4, 5? J'avoue que comme nos modèles comportent beaucoup de variables, parce qu'on met beaucoup de variables de facteurs personnels dans le modèle, donc on n'a pas fait une variable avec trop de catégories. Donc, je n'ai pas fait 3, 4, 5, 6. Ça sera peut-être dans le futur. Est-ce que, je me demandais, est-ce que vous envisagez, je comprends que là, c'est des données populationnelles basées sur l'enquête québécoise, mais est-ce que vous envisagez des études aussi particulières auprès de certains types de travailleurs? Il me passe à l'esprit, par exemple, une étude sur les travailleurs agricoles ou sur des travailleurs saisonniers ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des études de votre équipe qui... Bien, il y a des collègues de Michel, notamment, qui ont fait des études chez les travailleurs de la santé. Mais aussi, il y a un projet en ce moment qui s'est fait au niveau des enseignants de l'école
Primaire, hein, Michel? Primaire, c'est presque, en fait, les enseignants du secteur public, préscolaire, maternelle, primaire et secondaire. Donc, il y a ces deux projets-là qui ont En cours un d'analyse. qui est en cours puis un qui est terminé. Mais à part ça, non, Celui qui est terminé a fait l'objet d'une publication de l'INSPQ. Ça visait à identifier les facteurs de risque de détresse psychologique du personnel soignant atteint de COVID. Et c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement la COVID qui pose problème, c'est l'organisation du travail que cette COVID-là peut entraîner, notamment en termes de surcharge, notamment en termes de devoirs, en termes de conciliation travail-famille, en termes de conflit de valeurs, devoir faire des choses qui heurtent sa conscience ou encore de ne pas pouvoir faire un travail de qualité, notamment. Je vous incite à... C'est sur le site de l'INSPQ, ça porte sur la santé du personnel soignant en tant que tel. Mais c'est sûr que l'idéal pour nous, ça serait de refaire vraiment une enquête qui est vraiment juste axée chez les travailleurs. Parce que là, c'est comme le volet santé au travail dans le QSP, ça fait partie d'une enquête qui touche plusieurs thématiques. Donc, ça fait que c'est très limité le nombre de questions qui est possible d'intégrer dans l'enquête parce que le questionnaire a quand même une limite de temps. Sinon, il n'y aurait pas de répondant. Donc, c'est sûr que nous, on envisage de refaire une enquête du style de l'écotest dans les années à venir pour avoir un meilleur portrait de l'ensemble des contraintes subies par les travailleurs. Il y a Nadia Giguère qui demande, avez-vous des comparaisons internationales? Ah, mais oui. Oui, on Vas-y, Michel. Oui, on a quelques-unes, notamment avec les données sur nos modèles théoriques. On sait que quand on évalue les liens entre, par exemple, l'hypertension artérielle et l'exposition à des risques psychosociaux, on se compare aux d'autres équipes de recherche qui ont fait la même chose. Quand on regarde, par exemple, les conflits de valeurs, il y a deux indicateurs qui ont été pris, déjà mesurés à la DARES ou encore dans l'équipe de surveillance, l'équipe de santé publique française. Et celui qu'on fait présentement en termes de santé du personnel enseignant des écoles publiques, on a utilisé un nouvel indicateur qui s'appelle le sens du travail. Le sens du travail qui se mesure à partir de questions qui concernent le pouvoir, la capacité d'apprendre, la cohérence éthique de ce qu'on fait avec nos valeurs et finalement la dimension pouvoir avoir un travail utile. Donc, utilité sociale du travail. Mais ce sont des données, c'est parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de concertation entre les équipes de recherche qui font des enquêtes populationnelles, mais nous, on regarde comme eux aussi le font, on regarde leurs publications et dans la mesure où on peut le faire, dans la mesure où on ne surcharge pas trop le questionnaire qui entraînerait un taux de réponse trop faible, on peut utiliser certaines de ces questions. Mais il n'y a pas vraiment d'enquête internationale rapidement à laquelle je peux me référer. Plusieurs sont faites séparément, traitent des mêmes sujets que nous, mais il n'y a pas c'est pas des enquêtes qui sont faites conjointement. Merci. Et juste par curiosité, étant donné que le télétravail est une nouvelle réalité là, dans la sphère québécoise, et puis même j'entendais ce matin qu'il y a des revendications pour les conditions de travail actuellement dans la fonction publique et les demandes liées au télétravail faisaient partie des nouveaux enjeux. Est-ce que c'est des aspects il y avait des questions dans les enquêtes sur cette nouvelle réalité-là? Est-ce que... Bien, la question sur le télétravail vient d'être ajoutée à l'édition 2020-2021. Okay. Cette question-là n'existait pas dans l'édition précédente, donc c'est certain qu'on va analyser ça prochainement.
qu'est-ce que anticipez-vous des choses particulières liées au télétravail? Est-ce que Ben, on va regarder si ça peut être positif pour certains comme ça peut être négatif pour d'autres. Donc, puis ça peut varier d'un secteur à l'autre. Ce qui est démontré, ce que certaines autres études ont montré, c'est qu'évidemment, il y a un intérêt parce que ça facilite la conciliation travail-famille, pas toujours, mais en moyenne, la conciliation travail-famille est facilitée. Et par ailleurs, le soutien social des collègues, l'esprit d'équipe, le sentiment d'appartenance est émietté pas mal parce que les gens ne se voient pas. Elles sont seules dans leur coin. Donc, cette dimension de sentiment d'appartenance, le soutien de l'équipe, c'est souvent ce qui est reproché comme étant un problème. Mais c'est encore là, il y a des gens qui ont réussi, il y a des équipes qui ont réussi à maintenir le soutien social dans la mesure où il y a des rencontres permanentes, il y a des disponibilités de soutien accessibles. Mais au Québec, on n'a pas de données particulières encore nationales, issues d'enquêtes de tous les secteurs, de toutes les populations, toutes les professions. Mais on ne va pas juste non plus regarder le lien entre le télétravail et la santé mentale, mais aussi la santé physique. Ouais. Donc, oui, ça fait partie de nos projets à venir. Voilà. Est-ce que on aurait du temps pour une dernière question? Est-ce que quelqu'un a une dernière question à poser avant qu'on conclue la rencontre? Mais moi, j'en avais une. J'ai essayé de la miroiter puis de la poser. Je vais essayer de la poser convenablement. Alors, je me demandais, en fait, au vu des données qu'on a réussi justement à obtenir par rapport à la santé mentale des travailleurs, comment est-ce qu'en pratique, dans les milieux de travail, ces données-là servaient en fait à améliorer finalement la santé mentale des travailleurs, surtout au niveau des plus vulnérables? Peut-être un exemple. Je travaillais en fait sur un projet avec l'équipe SAT, donc qui voulait par exemple des données sur les personnes victimes de lésions physiques. Et donc, ces données-là allaient permettre de pouvoir émettre à la limite des recommandations par rapport à l'utilisation d'un certain appareil, un maximum de ppm. Mais en santé mentale, comment est-ce que concrètement les données qu'on arrive à obtenir sont mises en place en fait dans les milieux de travail? Michel, je peux te laisser. C'est certain qu'on a que des recommandations qui ont été émises suite à l'enquête. Actuellement, ce qui est intéressant, c'est que, j'allais dire, on n'a pas beaucoup de recul, mais ce qu'il faut regarder, c'est l'impact de la loi sur la LMRSST, là, qui oblige les employeurs à inclure dans leur programme de prévention l'identification et l'analyse des risques psychosociaux. Et actuellement, il y a beaucoup d'équipes de santé au travail du réseau public qui travaillent à sensibiliser les employeurs, les entreprises sur l'existence, ce que sont les risques psychosociaux pour pouvoir les mesurer. On a beaucoup de demandes concernant les questionnaires pour mesurer les risques psychosociaux. Donc, je pense que ça risque de créer une percée pour, par la suite, intéresser les gens à intervenir sur la santé mentale au travail, et les risques psychologiques en particulier, notamment au niveau des groupes les plus à risque. Mais c'est sûr que là, je pense que ça va être intéressant de suivre l'impact de cette loi-là. Parce que c'est assez avant-gardiste d'avoir mis dans les obligations de l'employeur le besoin d'identifier et d'analyser les facteurs de risque qui ne sont pas nécessairement objet actuellement encore, du moins, de demande d'indemnisation. Merci. Merci. Donc, Fatima, je vais te laisser conclure notre séminaire de ce midi. Absolument. Un gros merci à Mme Tissot et au Dr Uzzina pour ce séminaire très instructif et d'avoir aimablement accepté notre invitation. Merci également à toutes les personnes étudiantes et professionnelles en exercice participantes au séminaire d'aujourd'hui, ainsi qu'à Mme Chantal Huot et Emmanuel Dufault, toutes deux conseillères en communication à l'École de santé publique pour l'organisation et la promotion du séminaire. Nous vous invitons donc à notre prochain rendez-vous qui se
tiendra le 11 mai, qui portera sur le système canadien de surveillance périnatale, présenté par une professionnelle du Centre de surveillance et de recherche appliquée de l'Agence de santé publique du Canada. Un grand merci encore pour votre présence et nous vous souhaitons un excellent après-midi ensoleillé. À bientôt. Merci. Bye-bye tout le monde. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, Mme Tissot et M. Vézina.